Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été, dans les années 70, un enfant prodige de la chanson. Un demi-siècle plus tard, vous accomplissez un autre prodige, retrouvez le chemin de jadis avec votre voix d'aujourd'hui. Bonjour Georges Brice, ou plutôt bonjour Roméo. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai que Roméo, dans la mémoire de celles et ceux qui ont vécu les années 70, c'est un grand souvenir. Vous avez été un enfant prodige, une star de la chanson, si mes souvenirs sont exacts. Oui, si on veut, oui. Enfant prodige, oui. Vous aviez 11 ans ? J'avais 12 ans, alors la production disait 11 ans, mais en fait j'en avais 12. Bon, en tout cas, en général, c'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse en général. Oui. Hein, pour les femmes, on leur donne un an de moins. Alors, vous revenez aujourd'hui avec un album qu'on va découvrir, et vous revenez avec un livre, Roméo, itinéraire d'un enfant chanteur, aux éditions des Trois Colonnes. Vous racontez ce parcours, et vous racontez votre retour aujourd'hui, et ça va permettre à celles et ceux qui ont connu cette époque de vous redécouvrir, ou de vous découvrir pour les plus jeunes, avec des chansons et des dates. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 30 décembre 1971. C'est votre première télé avec cette chanson. Maman, comme tu as changé ton front. C'est un journal régional et on dit qu'un enfant de 10 ans et demi va chanter. Oui. Alors ça, c'était avant l'aventure Roméo. Hein. Vous appeliez Georges Brice déjà. Georges Brice, oui. Et c'était, ça a marché quand même cette télé, on vous en a parlé. Oh, ça a marché en local, mais c'est surtout ce qui a permis de faire le lien avec Claude Carrère, par l'intermédiaire du producteur Jean-Baptiste Piazzano, à l'époque qui avait produit le 45 tours, et de Mémé Ibach. Voilà, donc c'était le début de l'aventure, mais 2 ans plus tard. Voilà, alors c'est un reportage de Cécile Philippe, c'est la 3e chaîne en couleur, et vous êtes un des pionniers de la 3e chaîne, qui devait être une chaîne culturelle et qui devient une chaîne d'information. Et à l'époque, il y a 25% des Français qui la regardent. Oui, à peu près, oui. Alors, il y a cette chanson Maman, qui n'a rien à voir avec l'autre, Ami du monde, et il y a que votre prénom sur la couverture, Georges. Oui. Parce que c'était pas la peine de mettre votre nom de famille. Non, Georges, ça devait suffire. Mais en fait, je sais même pas ce qui a amené Jean-Baptiste Piazzano et Robert Grange, donc l'auteur-compositeur des chansons, à vouloir produire ce disque. Sincèrement, moi, j'étais pas du tout prêt à ce genre de choses. Mais bon, tant mieux, ça s'est fait, et puis j'en suis très heureux aujourd'hui. Mais... En fait, c'était un voisin, Robert Grange, et il se trouve qu'il vous entendait chanter dans la rue. Oui, parce que je chantais sans arrêt, moi, du matin au soir, et souvent, j'évitais à l'école quand même, mais en venant de l'école, effectivement, je chantais à tue-tête, donc il a fini par me mettre le grappin dessus. Enfin, c'est pas très élégant comme, mais bon, c'est un petit peu ça quand même, parce que moi, je voulais bien chanter, mais pour moi, pas pour les autres. Voilà. Et donc voilà, et puis il me dit tu veux faire des chansons avec moi, pourquoi pas. Et votre père est entré dans le jeu à ce moment-là. Oui, mon père est entré dans le jeu. Bon, ma foi, il me dit il y en a qui font du sport, toi tu aimes chanter, alors vas-y. Ça vous intéressait pas a priori? A priori, non. En fait, je me suis pris au jeu ensuite. Parce que Robert avait 2 filles à peu près du même âge que moi, donc ça a facilité le lien. Donc et puis voilà, j'ai trouvé ça agréable de chanter, d'être accompagné, etc. Donc c'était bien. Oui, et c'était encore un artisanat. Il n'y avait pas les majors. L'édition musicale, c'était des petits formats qu'on vendait à la sortie des concerts. Et c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus familial. Ah, c'était effectivement familial, oui. Et vous avez, je crois, les honneurs du journal local. C'est votre premier article sur Roméo. Oui, tout à fait. Et pourtant, ça dépasse pas les frontières de la région. Je crois que vous vivez à Saint-Georges-de-Renens, qui est au sud de Belleville-en-Beaujolais. C'est cela, vous êtes très bien renseigné. Là, je crois qu'il y a 2500 habitants à l'époque. Oh oui. Il y en a pas beaucoup plus aujourd'hui. Voilà. C'est un petit village dans le Beaujolais. C'est un petit village dans la vallée du Beaujolais, voilà. Alors, il y a un autre auteur-compositeur, Lucien Collonges, totalement oublié aujourd'hui, qui est né à Saint-Georges-de-Renens. Ah oui? Il a écrit 12 000 chansons à la fin du 19e siècle. Ah oui, vous me rassurez. Parce que... Bonsoir Ninon, L'aveugle de Saint-Mandé et Les bobonnes de Randouillard. D'accord. Donc c'est bon à savoir. Un chanteur de café-concert. Oui. Alors, vous chantez depuis toujours finalement. Oui, depuis aussi loin que je me souvienne, effectivement, j'ai toujours chanté. Oui. Et je crois que votre naissance, qui a été compliquée, car vous avez été malade, a forgé vos cordes vocales, Roméo. Oui, c'est un petit peu la légende, mais c'est vrai qu'on m'a souvent dit que dès la maternité, j'incitais les autres
à pousser la chansonnette. Donc C'est drôle ça. Alors qu'il y avait personne dans votre famille qui chantait. Mes parents chantaient. Oui. Mes parents chantaient, ils avaient un répertoire d'opérettes, de choses comme ça, qu'ils chantaient régulièrement en famille, voire même tous les deux, uniquement pour... voilà. Alors, ça n'a pas duré très longtemps. Non, mais le point de départ, oui, il y a eu d'autres choses, mais le point de départ et la femme la plus importante de votre vie, je crois, Roméo, c'est votre grand-mère. Ah oui. Bah oui, ma grand-mère chez laquelle j'ai vécu de nombreuses années, pratiquement jusqu'à ce que ma mini carrière s'arrête, j'ai vécu chez ma grand-mère. C'était le premier amour de ma vie. Ouais. Alors, il se trouve qu'elle avait acheté un terrain et c'était les dernières prairies humides qui longent la Saône avant les villes de Lyon. Ouais. Et sur ce terrain, vos parents ont construit un hôtel-restaurant. C'est cela. Pourquoi un hôtel-restaurant ? Et pourquoi pas ça, à l'époque, mes parents cherchaient quelque chose à faire de ce terrain. Bon, ils ont pensé à une maison de retraite, mais trop compliqué. Et puis, donc, ils se sont rabattus sur un hôtel. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était que le métier d'hôtelier. Oui. Et ils ont appris sur le tas, et ça leur a plutôt bien réussi, entre guillemets. Oui, en fait, vous avez vécu aussi avec des parents qui se disputaient, ce qui était presque traumatisant. Oui, c'était traumatisant, faut le dire, ouais. C'était pas simple à vivre. Non. Il n'en reste pas des traces, finalement, ça part très vite. Oui, aujourd'hui, je pense que ça va, il y a prescription. Alors, il y avait un feuilleton aussi que vous manquiez pas à la télévision, et ce feuilleton vous a marqué parce que on vous a appelé Cochise, je crois. Oui. Et ce feuilleton, c'est La Flèche brisée. Alors, pour les enfants des 60, La Flèche brisée, ça passait le samedi soir à 19h30. C'était avec Michael Ansara qui jouait Cochise. Et le commentaire, c'était La Voix des Incorruptibles. Et vous avez connu ce feuilleton? Oui, bien sûr. Évidemment que j'ai connu ce feuilleton. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais oui, bien sûr. Et on vous appelait Cochise? Oui, on m'a appelé Cochise parce qu'effectivement, je suis né avec une jaunisse. J'avais la peau très teintée. Et donc, mon père, qui ne voulait pas avoir un troisième garçon, mon frère aîné a vécu, mais l'un de mes frères est décédé, je ne l'ai pas connu à l'âge de 9 mois, et donc quand il m'a vu, sa première réaction, ça a été de m'appeler Cochise. C'est pas terrible, mais on s'en remet, quoi. Oui, bien sûr. Alors, surtout, votre père vous a offert un jour une guitare. Ouais. Et ça a changé votre vie. Oui, ça a surtout changé la vie des autres, je pense, parce que ça devait pas être très très agréable au départ. Et vous chantiez dans l'hôtel-restaurant à l'entrée. Oui. Racontez-moi ça. Oui. Tout simplement, alors j'avais eu pour l'inauguration de l'hôtel, je ne sais pas qui a eu cette idée folle. Et il s'agissait pas d'inventer l'école à l'époque, mais de vouloir que je chante en montant sur une table, m'accompagnant à la guitare, alors que j'avais entre 3 et 4 ans. Et donc, fallait être un peu fou quand même pour me lancer ce genre de défi. Ce que j'ai fait, j'ai chanté des chansons d'Enrico Macias. Et oui, comme celle-ci, par exemple. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est vrai que Enrico Macias, c'était votre idole, Roméo? Ah oui, à l'époque, oui, je les connaissais toutes. Je connaissais toutes ces chansons. Et je ne sais même pas si j'ai eu l'occasion de lui dire quand je l'ai rencontré. Mais effectivement, à cette époque-là, Enrico Macias, c'était quelque chose. Et il a débuté dans un cabaret de Pigalle, qui s'appelait le Moulin Rouge, rien à voir avec le vrai. Et il passait le samedi à 3h du matin, en arrivant de Constantine, après un jeune que personne ne connaissait, et qui était Johnny Hallyday. D'accord. C'était étonnant, hein? Oui, c'est sûr. Alors, à l'époque, vous écoutez beaucoup de chansons, Roméo? Oui, écoutez, on écoute la radio. Mes parents ont une petite collection de disques assez modeste. Il y a du Dalida, il y a l'Enrico Macias, bien évidemment. Il y a un peu de Gilbert Bécaud. Et vous allez découvrir ensuite Mariano. Mariano, ça c'est plutôt du côté de ma grand-mère, qui me parlait beaucoup du chanteur de Mexico qu'elle était allée voir à Paris, qu'elle était montée voir à Paris. Alors déjà, à l'époque, le voyage à Paris, c'était quelque chose, mais monter voir Mariano à Paris, c'était extraordinaire. Et donc, elle m'en a souvent parlé, et c'est vrai que, vraiment, si je devais avoir un regret dans ma vie, ce serait de ne pas avoir rencontré Mariano. Il est mort très jeune, à 50 ans, soi-disant, alors qu'il en avait 56. Mais c'est un autre débat. Alors, vous faites quand même vos premiers concerts à l'époque en vendant votre disque à la fin des concerts. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, parce que on le trouvait chez 3-4 disquaires dans la région, mais en dehors de ça, effectivement, Georges, maman, ami du monde,
c'était inconnu au bataillon. Donc lorsqu'on faisait des petits concerts dans la région, on vendait les disques. Oui. Mais c'était quoi des petits concerts, des concerts Ouais, c'était les concerts où je partageais la scène avec Robert Grange, qui lui aussi avait un répertoire de chansons, et donc on faisait des petites scènes, on faisait une demi-heure chacun, et puis voilà. avec le répertoire de Massias et vos chansons. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que l'une des premières personnes à acheter votre disque a quand même été Madame de Latte de Tassigny, l'épouse du maréchal. Oui. Exactement. Exactement. C'était une cliente habituelle de l'hôtel de mes parents. Oui. Et il se trouve que mon père, qui était finalement, même s'il le disait pas, je pense à l'époque, assez fier de ce qu'on avait fait, avait mis un 45 tours sur sur la banque de l'hôtel, en fait, sur la caisse. Et ça a attiré l'attention de Madame de Latte de Tassigny, qui venait très régulièrement. Et me connaissant, elle a fait tout de suite le lien. Et voilà. Et voilà. Et il faut savoir que quand même le maréchal de Latte de Tassigny, c'est un des héros de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est rallié à De Gaulle et il est le seul général français de la Seconde Guerre mondiale à avoir commandé des unités américaines. Oui, oui. Mais vous savez que j'ai fait mon armée au 151e RI, qui a été créé par le maréchal de Latte de Tassigny. Ça, ce sont c'est la boucle est bouclée. Voilà, enfin, elle n'est pas totalement bouclée puisque après a commencé votre carrière et une date est importante dans votre vie, le 10 mai 1973. À tout de suite sur Sud Radio avec Georges Brise, ou plutôt Roméo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roméo, le retour après 50 ans de silence. Georges Brise, votre vrai nom, vous publiez Roméo, itinéraire d'un enfant chanteur chez les Trois Colonnes. Vous sortez aussi un album qu'on va évoquer tout à l'heure, sous le nom de Roméo 2023. Et c'est vrai que vous avez eu, dans les années 70, une carrière courte, mais une carrière de star. Et ça a commencé le 10 mai 1973 dans cette émission. Cadet Roussel, alors il est à peu près 20h45, vous êtes devant les caméras et vous chantez pour la première fois sur une scène et à la télévision cette chanson. Maman, oh maman, le jour et la nuit, je veillerai toujours sur ta vie. Je serai là à tous les instants pour te protéger, maman. Alors je suis convaincu que tous les ados des années 70 connaissent cette chanson, ça a été un énorme succès. Oui, oui, ça a vraiment très très bien fonctionné. Je pense personne ne s'y attendait. Enfin, moi le premier, je pensais pas du tout que ça puisse avoir un tel retentissement. 1 million d'exemplaires quand même. 1 million d'exemplaires et très vite. Oui. Très très vite, c'est-à-dire que l'émission avait lieu 17 jours avant la fête des mères. Et je crois qu'on en a vendu 900 000 avant la fête des mères, quoi. C'est parti, mais... Alors cette émission, ça a été un peu difficile parce que vous aviez le trac et il fallait sortir d'un décor pour arriver sur le plateau. Oui, effectivement, j'étais caché derrière le décor, un décor de Roméo et Juliette, un balcon, et donc Sophie Darel était en haut du balcon et elle appelait son Roméo et Guy Lux m'annonçait, je devais sortir et j'étais tellement pétrifié que je ne suis pas sorti. Mais Guy Lux est venu me chercher, un machiniste m'a poussé, enfin bon, ça s'est bien enchaîné. Mais ça s'est pas arrêté là, c'est-à-dire que je me suis retrouvé sur scène, à l'endroit où je devais être pour démarrer. Comment s'appelle-t-il Raymond Lefebvre. Raymond Lefebvre, Okay. Comment l'oublier. Raymond Lefebvre a lancé l'introduction de maman, et je devais démarrer, je n'ai pas démarré. Et là, je pense que il y a eu un moment de panique, certainement de la part de mes producteurs, de Claude Carrère qui était présent, enfin de tous les gens qui avaient assisté à la Générale, qui se sont dit ça ne va jamais partir. Et heureusement, Raymond Lefebvre était quelqu'un d'absolument exceptionnel. Il a fait la coda, il a relancé l'intro, personne n'a rien vu, et là, je suis parti, heureusement. Et vous êtes arrivé inconnu au Studio 102 et vous êtes sorti star avec des gardes du corps, Roméo. Oui. Alors c'était pas mes propres gardes du corps, mais effectivement, j'ai dû être escorté jusqu'à la voiture de Claude Carrère, oui. Mais pourquoi les fans avaient repéré votre... Mais je pense que oui, enfin c'est assez étrange cette sensation d'être un kidam tout à fait normal à l'entrée dans un studio et d'en ressortir et d'un seul coup d'avoir acquis un statut particulier. Enfin, je dois dire que là j'ai pas tout à fait compris ce qui m'arrivait, effectivement. Oui. Il y en a une qui vous a beaucoup soutenu, c'était la coproductrice de Guy Lux, Jacqueline Duforest. Ça c'était un amour. C'était ma deuxième maman. C'est-à-dire
Bah, écoutez, j'arrivais dans les studios, je sais pas, c'était son côté un peu mamie peut-être, mais elle m'a prise sous son aile tout de suite. C'était exceptionnel. Il fallait que je sois assis sur ses genoux. Elle était pourtant la réalisatrice, quoi, et c'était quelqu'un. Mais il fallait que je lui fasse des câlins, que je sois assis sur ses genoux. Voilà, c'était comme ça. Et vous aviez 12 ans. Et j'avais 12 ans. Oui, et il se trouve qu'elle a fini sa vie à la Baule, un peu abandonnée de tout le monde d'ailleurs, Ouais, y compris c'est bien dommage. des artistes qu'elle avait beaucoup soutenus. Alors, cette histoire de Roméo, ça a débuté par un coup de téléphone de Claude Carrère à votre père, Roméo. Oui, 2 ans après la rencontre, Jean-Baptiste Piazzano, Robert Grange, mon père et Claude Carrère. 2 ans plus tard, alors que on avait pratiquement oublié cet événement-là, Claude Carrère appelle mon père et lui dit est-ce que Georges est toujours intéressé par la chanson? Mon père lui a dit oui, sans trop, enfin c'est même pas sans penser du tout à l'ampleur que ça pouvait prendre. Et puis donc en 3 semaines tout s'est fait. Signature du contrat, enregistrement de la chanson, enfin des chansons, et puis je faisais ma première émission de télévision dont on vient de parler. C'est Jim Lariaga qui avait écrit les chansons pour Carlos, Tout à fait. qui avait écrit cette chanson et qui est venu chez vous. Oui, avec ma productrice exécutive à l'époque, donc qui allait devenir sa femme. Anne-Marie Lariaga. Anne-Marie Lariaga, voilà. Et donc, c'est né comme ça et ça a été un événement. Alors, votre vie à l'époque, c'est le collège et la chanson, parce qu'il faut passer de l'un à l'autre. Comment ça se passe? C'est pas toujours facile. C'est pas mal de voyages en avion entre Lyon et Paris. Pour aller faire une télé? Voilà, pour venir faire une télé ou une radio. Il n'y a pas le TGV à l'époque, c'est pour ça, oui. Non, il n'y a pas le TGV, donc les trajets en train seraient un peu trop longs. Donc c'est sorti du collège taxi aéroport, voilà, Orly à l'époque, et puis les studios de télé pour la Générale. Et le lendemain matin, très tôt, rebelote. Voilà. C'est épuisant, non? C'était grisant, plus qu'épuisant. C'était plus compliqué pour les études, effectivement. Oui, parce qu'en plus, vos camarades n'appréciaient pas toujours ce genre de choses. Pas tous. On va dire qu'il y vous avait en voulez? Oh, je pense qu'il y avait une part de jalousie, mais ce qui est humain, enfin... Oui, c'est vrai que c'est pour des gamins... Il y a des gamins qui rêvent de vivre ça, qui feraient... Enfin, je exagère, mais qui tueraient père et mère pour faire ça. Ouais. Et moi, j'ai jamais rien demandé, ça m'est tombé dessus presque par hasard, quoi. Donc, non, je conçois qu'il puisse y avoir de la jalousie, ouais. Et à l'époque, il y a un surnom que l'on vous donne, et c'est devenu le titre d'une chanson, Le Petit Caruso. Le petit Caruso, c'est le nom d'un chanteur d'autrefois qui montait aussi haut que Luis Mariano et que Mario Lanza. C'est vrai que votre voix était exceptionnelle pour l'époque. Je sais pas si elle était exceptionnelle. Je vais encore me faire disputer par ma femme parce que j'ai toujours besoin de raconter ça. Mais je sais pas si elle était exceptionnelle. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont des voix absolument fabuleuses. Il y en avait certainement tout autant à l'époque. Ils avaient moins de moyens d'expression. Et bizarrement, aujourd'hui, enfin, il y a plus d'émissions de variété. Donc, de toute façon, c'est très difficile aujourd'hui d'arriver sur le marché et de se faire connaître. Moi, c'est un enchaînement de circonstances. Oui, en plus, cette voix, vous l'aviez naturellement. Oui. À l'époque, je n'avais pas travaillé. Mais ça venait comme ça. Oui. Et vous savez pas pourquoi, on n'a jamais su. C'était comme ça. Ça s'explique pas. Voilà. Il se trouve qu'en plus, Caruso, on l'a un peu oublié, ça a été le plus grand ténor d'opéra de l'histoire. Et il est l'homme qui a fait le premier enregistrement d'un gramophone. Et c'est le 11 avril 1902 dans une chambre d'hôtel à Milan. Oui. Voilà. Et cet enregistrement, j'ai eu l'honneur de l'écouter. Ah bon? Oui. Parce que mon professeur de chant à Paris, Jacques Potier, était à l'Opéra de Paris, professeur à l'Opéra de Paris, et donc Jacques avait acheté cet enregistrement, ce rouleau, qu'il m'a fait écouter sur un gramophone. Parce qu'ensuite, quand le succès est venu, vous avez pris des cours de chant. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai pris des cours de chant à Paris, donc avec Jacques Potier, à Lyon avec Raoul Bossuit, et voilà. Et depuis, je n'ai jamais cessé de prendre des cours de chant, ce qui me permet aujourd'hui d'en donner. Exactement. Voilà. Alors pourquoi Roméo, au fait? Alors ça, aucune idée. Qui a trouvé le nom et c'est venu comment? Je n'en sais strictement rien. La légende veut que ce soit Sheila, mais je n'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'en fait, ça a été un jeu de fléchettes sur un calendrier qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas Roméo?
Voilà. Sheila que vous avez rencontré et qui a été sympa sans plus. Sans plus. Mais en même temps, il faut savoir qu'elle était souvent, et on le sait aujourd'hui, en bis-bis avec Claude Carrère. Oui, oui. Et que Claude Carrère disait, tu fais ça, elle savait même pas pourquoi. Ouais, ça, j'imagine, oui, Je suis oui. sûr qu'elle vous rencontrerait aujourd'hui, elle serait beaucoup plus sympa. Peut-être. Oui, oui. Alors, il se trouve que des chanteurs stars jeunes, il y en a eu quand même dans l'histoire. Il y a eu celui-ci. Joselito. Alors, un ancêtre de Roméo, Joselito, qui chante Campanera, c'était le rossignol à la voix d'or en Espagne. C'était extraordinaire. Ça faisait partie de la discothèque de mes parents, ça. Voilà. Voilà. Mais il avait aussi une voix exceptionnelle. Exceptionnel. Il a été star dans le monde entier. Il a même fait le Ed Sullivan Show, la plus grande émission aux États-Unis. Et puis un jour, il a disparu en Afrique. Il s'est retrouvé en Angola dans un trafic d'armes et de drogue. Et aujourd'hui, il est viticulteur dans la région de Valencia. Ouais, quel itinéraire. C'est fou. Et puis alors, en France, il y en a quand même eu un avant vous, Roméo. Écoutez. C'est bien joli d'être copain. C'est bien joli, oui, mais enfin. Pascal Krog, le Petit Prince, en 63. Le Petit Prince, effectivement. Et il a lui aussi, un peu plus jeune que vous, a été aussi une star de la chanson. Pascal Krog, il est devenu ensuite fonctionnaire en Suisse, dans le canton de Vaud. Et celui qui l'a soutenu et qui vous a soutenu aussi, c'est Claude François. Ouais. Claude François a toujours été très très sympa avec vous. Toujours très bienveillant avec moi. Alors c'est un petit peu comme... ça fait partie des personnages dont on m'avait parlé, pas forcément en bien, en me disant... tu vois, mais... Et en fait, avec moi, il a toujours été d'une bienveillance extraordinaire, très très gentil, vraiment. En coulisses comme sur scène. Oui, oui, tout à fait, ouais. Eh ben, la scène, il y en a eu beaucoup. Et puis, il y a eu une autre date importante, hélas, le 23 mai 1976. À tout de suite sur Sud Radio avec Roméo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Georges Brise, connu dans les années 70 et de retour aujourd'hui sous le nom de Roméo. Roméo, star de la chanson, on a commencé à l'évoquer avec maman. Vous racontez tout ça dans un livre, Itinéraire d'un enfant chanteur aux éditions Les Trois Colonnes, et vous sortez un nouvel album, Roméo 2023. 50 ans après, c'est quand même une performance qui devrait vous permettre d'entrer dans le livre des records. Alors, il y a une date importante dans votre carrière, c'est le 23 mai 76. À la télévision, vous chantez ceci. Que faisais-tu à mon âge, papa, quand une fille avait le béguin pour toi, quand ses grands yeux te souriaient tendrement. Alors, c'est aussi une émission de Guy Lux, Système 2, et ça commence par une information que vous ignorez. Ah oui, totalement, oui. Oui, oui, je m'apprête à entrer sur le plateau pour faire ma prestation. Et d'un seul coup, j'entends Guy Lux s'adressant à Sophie Darel et lui dire je crois que c'est la dernière émission de Roméo qui a décidé d'arrêter la chanson. Vous n'étiez pas au courant. Non. Non, personne n'avait cru bon de m'annoncer la nouvelle. Et comment ils ont su ça? Bon, parce qu'on leur a dit, en coulisses, on leur a dit, bien évidemment, je pense que... Oui, c'était Anne-Marie Lariaga qui leur a dit, bon, ben voilà, c'est la dernière émission de... Voilà. Parce que votre voix, elle est muée? Pas du tout. Elle avait déjà mué. Alors pourquoi? Eh bien, je pense qu'il y avait... Enfin, c'était un concours de circonstances, là aussi. Le succès diminuait. Il y avait un conflit entre mon père qui trouvait que c'était un petit peu trop prenant, oui. Et donc la production. Claude Carrère voulait donner une dimension un petit peu plus internationale à l'histoire, mais sans aucun soutien derrière, c'est-à-dire que j'allais me retrouver chez des gens totalement inconnus. Les Lariaga voulaient plus s'occuper de moi, enfin ne plus me prendre à la maison. Enfin, ça allait devenir très compliqué. Et donc la solution, ça a été de couper dans le vif et de tout arrêter. C'est dur à encaisser, non? Ah ben oui, c'est dur. Sur le moment, je vous avouerai que j'y ai pas cru du tout. Hein. Ouais. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis rentré sur le plateau, j'ai chanté, je suis ressorti et j'en ai pas du tout parlé. En fait, je n'en ai jamais parlé. C'est bizarre. C'est curieux, hein. C'est curieux. Mais je crois que je voulais pas l'entendre. Je ne voulais pas l'entendre d'autres personnes que de la bouche de Guy Lux, quoi. Voilà. Et il se trouve que vous gardez quand même des souvenirs fabuleux ces 3 années, et vous les racontez dans ce livre. Il y a notamment une rencontre avec Thierry Leluron. Ah oui.
Titi. Ouais, c'était génial. Thierry était quelqu'un d'adorable, très touchant. Je sais pas comment le décrire. C'était un gentil. Voilà. Moralement, il avait votre âge. Ah oui. Je suis même pas sûr qu'il était pas plus jeune que moi. Non, il était fabuleux. C'était quelqu'un qui avait un talent absolument extraordinaire, qui riait beaucoup, mais on savait jamais s'il riait véritablement parce qu'il était heureux ou. Mais c'était quelqu'un de très 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 touchant et j'en garde un souvenir exceptionnel. Si vous l'avez rencontré, Roméo, c'est parce que Thierry Leluron vous a invité dans son émission Le Luron du dimanche, qui était un rendez-vous incontournable du dimanche. Complètement. Et je crois qu'il habitait à l'époque un hôtel particulier de 1000 mètres carrés, avec il y avait enfin des bronzes partout, des boiseries. Et il avait dans sa chambre un lit à baldaquin et une collection de Dinky Toys. C'est assez étonnant. Oui, c'est drôle. Et c'est vrai que faire ces émissions comme ça se préparait à l'époque. C'était pas du playback. Ah non, c'était pas du playback, non. C'était du direct. Voilà, il fallait le faire. Oui, il fallait le faire. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui vous a marqué, c'est Laurent Rossi, lorsque vous avez repris une chanson de son père, Tino Rossi. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Chanson incontournable, comment c'est arrivé cet enregistrement? C'est pas moi qui l'ai décidé, hein. Oui. Vous savez, on m'imposait les choses. Alors, cela dit, j'étais très heureux de chanter Petit Papa Noël, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de la chanter avec Tino Rossi himself. J'ai jamais réussi à retrouver la vidéo sur l'INA Pro, j'ai fait des recherches, jamais j'ai réussi à retrouver cette émission. Mais c'était extraordinaire de pouvoir chanter avec le grand Tino, qui était, je pense, le deuxième chanteur préféré de ma grand-mère, donc c'était quelque chose. Et il était sympa avec vous, chanter avec lui, c'était Oui, il a pas été désagréable. Il avait pas une très bonne réputation non plus. Mais non, il était plutôt agréable. C'était pas un bavard en tout cas. Non, ça c'est sûr. Il était plutôt taiseux, papy. Je sais qu'un jour, il dit à son chef d'orchestre, Pierre Spies, avant d'entrer en scène, ce soir, je vais parler au public. C'est une grande première. Donc Pierre Spies se met au piano. Tino entre sur scène, se dirige vers le micro et fait « Quelle belle soirée !» Et on attend, il se retourne, on y va. C'était sa façon de parler au public. Mais Laurent, d'ailleurs, son fils a défendu ensuite son répertoire. Oui, tout à fait. Mais Laurent était, je pense que, enfin, je sais pas, j'étais pas dans sa peau, mais moi qui l'ai vu plusieurs reprises, j'ai toujours eu l'impression que Laurent était très écrasé par la figure paternelle, quoi. Il y avait un tel monument, et Laurent qui était quelqu'un de très réservé, très doux, très gentil. J'ai toujours eu le sentiment qu'il était un peu en retrait. Et c'est dommage, parce qu'il avait beaucoup de talent. Énormément. Et puis, il y a quelqu'un aussi avec qui vous avez beaucoup ri, c'est Patrick Topalov. Oui, à Toto, c'était quelque chose aussi. Lui. Comment vous l'avez connu ? Je l'ai connu à l'époque, parce que Jim Lariaga a écrit aussi pour Patrick, donc je l'avais connu petit. Et puis on s'est retrouvés par la suite. On a fait une petite tournée dans le Sud-Ouest il y a déjà pas mal d'années. Et puis vraiment on était potes, quoi. Mais c'était un fou dangereux, mais tellement gentil, tellement adorable. Fou, un jour, il annonce, il était à Europe numéro 1 à ses débuts, en 64, il dit ce soir, j'ai un Beatle au micro. Naturellement, toute la direction se précipite pour voir le Beatle, et on voit entrer quelqu'un qui parlait absolument pas français, qui devait être guatémaltèque ou autre, et il commence à annoncer 3 phrases en anglais, et qui s'appelait John Lennon en plus. Ça a été dramatique, parce que toute la direction est partie, ça a fait un scandale, mais lui était très content de faire ce genre de choses. Oui. Et puis il y a eu aussi des interviews difficiles, parce que moi je vous ai rencontré quand je préparais des émissions de Philippe Bouvard à RTL et à la télévision. J'étais jeune journaliste, et c'est vrai que Bouvard, ça vous faisait peur, et vous l'avez fait rire en plus. Oui, mais Philippe Bouvard, avant d'envisager de faire l'émission avec lui, ne me faisait pas peur. C'est simplement qu'on m'en a dressé un portrait tellement méchant. On m'a dit attention, tu vas voir, s'il peut te planter, il va te planter.
Donc je suis arrivé là-bas un peu fébrile. En fait, je me suis très vite rendu compte que c'était quelqu'un d'absolument charmant, gentil. Il a été très bienveillant avec moi et on s'est bien marré, oui, je crois. Ouais. Ouais, vous avez 13 ou 14 ans. Ouais, je devais avoir 13 ans. Ouais. Et puis, j'avais déjà de la répartie. Oui. paraît-il. Et puis il y a des chansons célèbres que vous avez reprises, dont celle-ci, qui est effectivement adaptée à ce que vous étiez. Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa. Tous les ans, on voudrait que ça commence. C'est vrai que Pierre Perret vous a autorisé à chanter cette chanson. Alors, moi, je n'y suis pour rien. C'est en fait Pierre Perret a autorisé Roger Pierre et Jean-Marc Thibault à utiliser cette chanson dans leur émission Les Heureux Henri. Et que moi, je me suis régalé à la chanter, ça c'est sûr. Surtout avec les paroles revues et corrigées par Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Oui, parce qu'en fait, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, on l'a un peu oublié aujourd'hui, animaient le samedi soir une émission qui avait 12 millions de spectateurs. C'est une émission loufoque, hein. Oui. Mais c'était extraordinaire. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens fabuleux. Fernand et Jackie Sardou, qui étaient dans la même émission que moi. Je crois que c'était Stéphane Audran, qui était aussi... Enfin, il y avait des gens fabuleux. Et puis, alors, il y a un moment touchant, c'était l'époque où la fille de Michel Sardou avait eu un accident de voiture avec sa maman, et ça coïncidait avec l'enregistrement de cette émission. Et c'est Fernand Sardou lui-même qui est venu me demander si je pouvais aller voir sa petite fille à l'hôpital. Bien sûr, j'ai dit oui. Et donc, je suis parti dans la voiture de Michel jusqu'à l'hôpital pour aller voir cette petite fille. Oui, car vous aviez des fans par milliers à l'époque, Roméo. Je crois que vous receviez 600 lettres par jour. C'est cela. Ouais. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Enfin, je sais pas. Je pense que c'était valable pour tous les chanteurs de l'époque. Et vous répondiez à certaines lettres? Oui. Alors, je vous cacherai pas qu'on me faisait le tri des lettres les plus intéressantes. Et effectivement, je répondais à certaines d'entre elles. Ouais. Et puis, vous avez rencontré l'idole de votre père, Michel Drucker. Ouais. Ah oui, alors, là encore, c'était un grand moment. Michel, Monsieur Drucker, pardon, qui est quelqu'un d'absolument délicieux, vient me voir dans la loge avant l'émission, et puis on discute. Très gentil, il voulait me préparer certainement psychologiquement à l'émission. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est la seule fois où j'ai dit à quelqu'un, est-ce que vous pouvez appeler mes parents, sachant que mon père était vraiment fan, entre guillemets, mais il aimait beaucoup Michel Drucker. Et donc, il accepte, il appelle, et c'est malheureusement ma mère qui décroche. Et ma mère, qui savait pourtant que j'avais une émission avec Michel Drucker, n'y a pas cru un seul instant. Elle s'est dit, bon, c'est une blague. Et elle a répondu, oui, d'accord, vous êtes Michel Drucker, moi je suis la reine d'Angleterre. Et elle a passé le téléphone à mon père. Et mon père s'est rendu compte immédiatement, il a reconnu la voix, il s'est bien rendu compte que c'était Michel Drucker. Il s'est confondu en excuses parce que c'était un petit peu délicat. Et moi je ne savais plus où me mettre. Mais il a été charmant. Et puis il y a une autre chanson aussi qui montre la profondeur et l'ampleur de votre voix. Schubert. Oui, et figurez-vous, je l'ai rechanté il n'y a pas très longtemps pour les obsèques d'un ami. C'est très dur à chanter. Dur émotionnellement, je dirais. C'est dur. L'émotion que ça suscite, oui, c'est dur. C'est pas plus dur que beaucoup d'autres chansons. À propos d'émotion, on a raconté sur vous des tas de choses dans la presse à cette époque-là, totalement fausses. Oh, oui, beaucoup, oui. C'était pas encore la presse People, mais c'était déjà... Aussi, quand même, un peu. On appelait ça la presse à sensation. C'est vrai, la presse à sensation. Vous avez appris des tas de choses, vous étiez milliardaire, vous étiez... Ah oui, ça je l'ai appris, ouais. J'étais très content de l'apprendre. Mais on réagit pas à ça quand on est enfant. Non, à l'époque, de toute façon, alors ça aussi, c'était un petit peu, à mon avis, téléguidé quand même, par la production, par l'équipe Carrère, qui... c'était une façon de faire le buzz. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux. Voilà, donc... je ne citerai pas les journaux, mais il y avait quelques journaux, effectivement, qui jouaient beaucoup là-dessus. Voilà, et qui ont joué là-dessus, puis vous avez disparu et vous revenez, et on en parle avec une autre date, le 28 avril 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Georges Brise, ou plutôt avec Roméo.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Georges Brise, que celles et ceux qui nous écoutent, ils sont plus de 800 000 à être sur notre chaîne YouTube, connaissent sous le nom de Roméo, parce qu'entre 73 et 76, vous avez fait une carrière de chanteur, c'est ça? Oui. Et puis vous avez disparu, et vous revenez aujourd'hui, puisque le 28 avril 2023 sort spontanément un livre, vos mémoires, itinéraire d'un enfant chanteur aux 3 colonnes, et un album avec des chansons qu'on va écouter tout à l'heure. Pourquoi ce retour aujourd'hui, Roméo, 50 ans après? Alors ça, c'est toute ma vie a été le fruit du hasard. Là, et c'est le hasard d'une rencontre. J'appelais Mathieu Moulin de Marianne Mélodie, que vous connaissez peut-être, qui me dit mais il faut absolument que tu appelles Marc Duboucher, LTO Musique. Il est super sympa, tu vois. Puis c'est un fou. Bon, ok. Alors j'appelle Marc Duboucher, et Marc Duboucher me dit. Écoute, voilà, j'ai tous tes disques. Je lui dis non, c'est pas possible que tu aies tous mes disques. Le tout premier il me dit celui sous Georges. Je dis oui, ben je l'ai aussi. Et là je me suis dit oui, effectivement j'ai affaire à un fou. Et ça faisait 5 minutes qu'on parlait, ça a accroché tout de suite. Et Marc me dit et si on faisait quelque chose, si on faisait une compilation totale de toutes tes chansons de l'époque. Je dis oui, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et puis on raccroche là-dessus. Et 3-4 jours plus tard, Marc me rappelle, il me dit « Mais attends, si je comprends bien, tu continues de chanter, t'as écrit des chansons, ben ma foi, ce serait bien de compléter les 27 chansons de ton enfance par, on va dire, les 12 chansons nouvelles. » Je dis « Mais t'es rigolo, toi, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. » Il me dit « Ouais, mais c'est pas grave, t'as qu'à bosser. » Donc j'ai réécrit des chansons, et puis voilà, et on a fait ce double album. Où Histoire de fou. Il y a notamment cette nouvelle chanson de Roméo. Je n'étais encore qu'un enfant en ce mois de mai 73, quand on m'a dit c'est le moment de te jeter dans la fournaise, d'abandonner tes jeux d'enfant et ta province et tes parents, brûler tes ailes au firmament. Alors moi j'ai chanté maman. Et ben voilà, c'est votre vie cette chanson. Oui. Oui, c'est très résumé, mais effectivement, je pense que c'était la chanson qu'il fallait que j'écrive pour exorciser un petit peu, quoi, pour passer à autre chose, tout en restant. On s'est posé la question avec Marc de savoir, alors c'est Georges Brise ou c'est Roméo. Alors, c'était très compliqué, c'était un petit peu cornélien, parce que Roméo, c'est quand même quelque part ma carte de visite. Alors c'est difficile de porter ce pseudonyme-là quand on a 50 ans de plus que l'âge normal du Roméo de Shakespeare. Mais bon, ma foi, je pouvais pas m'en départir complètement. Donc, oui, surtout qu'on continue à vous appeler Roméo, les gens se souviennent. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez encore des gens qui vous parlent de cette époque? Bien sûr. Alors, je vous cacherai pas que très souvent, quand on dit simplement Roméo, ça n'évoque pas forcément tout de suite quelque chose. Mais si on associe maman, oh maman, tu vois, alors là, boum, c'est immédiat. Immédiat. Alors, il se trouve aussi que vous avez eu une nouvelle vie ensuite. Vous êtes devenu journaliste spécialisé. Oui. Tout d'abord spécialisé dans l'informatique. Et puis, la passion de l'aéronautique m'a toujours chatouillé. Et donc, j'ai fait des rencontres, là encore, avec des gens qui sont devenus des amis, qui étaient à l'époque l'un mon pigiste et l'autre mon rédacteur en chef adjoint. Et donc, et ces gens-là étaient également passionnés d'aéronautique et surtout voulaient écrire pour des adultes, parce qu'au départ les jeux vidéo c'était plus quand même destiné aux gamins, et on en avait un peu marre d'écrire pour les gamins. Donc on voulait faire quelque chose de plus adulte et de plus professionnel. Voilà. Alors tout a commencé, je crois, parce que vous avez eu un des premiers ordinateurs et que ça vous a passionné, Roméo. Ah oui. Ouais, j'ai toujours. Alors moi, je suis très fan de science-fiction, de tout ce qui est un peu futuriste ou toute l'électronique, ça m'intéresse. Et là, effectivement, le premier ordinateur vraiment accessible, premier ordinateur personnel, en l'occurrence, c'était un Amstrad, je sais pas si on peut citer, mais oui, bien sûr. Un Amstrad CPC. Alors, je vous cacherai pas que le premier c'était à cassette, c'était un peu compliqué. Enfin bon, pour ceux qui ont connu, ils verront de quoi je parle. Et puis, mais c'était quand même fabuleux parce qu'il fallait tout créer.
il n'existait quasiment rien sur ces ordinateurs. Donc il fallait créer ses propres jeux, ses propres applications. Et donc je me suis remis, j'ai repris le chemin des écoles, je suis retourné au CNAM pour faire une formation en mathématiques appliquées à la création informatique. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire des programmes. Et l'un des programmes a été envoyé à un magazine, Amstrad Magazine. C'est un programme inspiré du jeu des chiffres et des lettres. Des lettres, tout à fait. Et donc ce magazine vous a remarqué. Ce magazine, oui, m'a remarqué. C'est-à-dire que je les ai recontactés pour savoir si ils pouvaient publier le programme. Et on m'a simplement répondu que le programme était tellement énorme qu'il faudrait un hors-série. Oui. Donc, j'ai embrayé parce que j'avais eu ma société de production entre-temps et que elle s'était interrompue. Je venais d'avoir ma fille également. Donc il fallait que je trouve un métier respectable et j'ai embrayé tout de suite en disant, par contre, si vous avez un job, je suis preneur. Oui. Et j'ai été engagé en tant qu'archiviste au tiers-temps. Et une semaine plus tard, j'étais rédacteur à plein temps. Et 9 mois plus tard, j'étais rédacteur en chef du dit magazine. Et voilà comment on passe du bas de l'échelle au sommet, après avoir connu un autre sommet. Et il y en a une qui a beaucoup compté dans cette vie-là. C'est votre femme, Marie, que vous chantez. Quand tu es là, c'est comme la pluie au Sahel, comme le retour des hirondelles. Quand la nuit, je te dis je t'aime, et qu'au matin tu me souris, c'est tous les jours que recommence. Cette chanson d'amour, alors c'était pas une fan au départ, c'était après Roméo. Oui, c'était après Roméo, oui. Bien sûr. Et c'est vrai que ça a changé votre vie parce que vous auriez pu avoir toutes les femmes de la Terre, vous en avez gardé une depuis 45 ans. Exactement. C'est rare. Alors, le métier de journaliste aussi, c'est très preneur et très prenant. Vous avez rencontré un jour Bill Gates, Roméo. Oui. Racontez-moi. Écoutez, je faisais un magazine. Alors, c'était pas dans la version aéronautique là à l'époque. C'était encore un magazine de jeux, mais parfois on parlait aussi de sujets un petit peu plus sérieux, en l'occurrence de Windows, la sortie d'une nouvelle version de Windows, et donc j'ai été appelé à faire l'interview de Bill Gates, qui venait faire la présentation de Windows au Palais des Congrès. Et là, il était encore tout jeune, il n'était pas... Parce que je crois qu'il a gagné son premier milliard à 31 ans, mais on n'était pas là. C'était vraiment quelqu'un de très abordable, très sympa. Oui, mais je suis pas persuadé qu'il ait beaucoup changé. Enfin, je sais pas, à l'époque, vraiment, je suis tombé sur quelqu'un qui était... j'ai d'ailleurs été très surpris, parce que je suis arrivé dans le Palais des Congrès... j'ai vu ce gars qui était accroupi en train de brancher les ordinateurs au vidéoprojecteur, parce qu'à un moment... Et j'ai demandé en français, où se trouvait Monsieur Bill Gates, avec lequel j'avais rendez-vous. Et il s'est retourné, il m'a dit un bonjour avec un gros accent. Et voilà, c'est parti comme ça. Mais c'est vrai que sur le moment, je suis resté un peu stupéfait. Ouais. Et puis, vous avez eu aussi des contacts privilégiés plus tard avec la NASA. Oui. Ah, ça, c'était aussi une histoire de fou. Fallait avoir le culot. On avait un petit magazine donc là lié à l'aéronautique. Et on était passionnés au point de se lancer des défis complètement qui pourraient sembler ridicules aujourd'hui, mais ça fonctionnait. C'est-à-dire que on appelait la NASA, on appelait Boeing, on appelait plein de grosses boîtes comme ça, et ça répondait. Et les gens nous prenaient vraiment au sérieux. Vous avez même eu un badge d'ailleurs. Oui. J'ai un bel écusson que je vais faire mettre sur mon blouson. Dans cet album, il y a aussi une reprise d'une chanson très célèbre qui a été le premier succès de Serge Lama, écrit lorsque Alice Donna lui a présenté la musique. Cette chanson en version Roméo, c'est Je suis malade. Je ne rêve plus. Je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Pourquoi reprendre cette chanson, Roméo, aujourd'hui ? Pour tout vous dire, ça fait des années que je la chante. Je sais pas, c'est une chanson qui me parle. J'aime cette chanson, je vis cette chanson. Enfin, je pense
je pense la vivre et vraiment, je pourrais pas vous expliquer. Je suis imprégné de cette chanson. Vous avez aussi failli participer à l'Eurovision, mais ça ne s'est pas fait. Oui, à l'Eurovision, oui. Oui, ça aurait pu se faire si Charles Aznavour avait bien voulu m'écrire une chanson pour l'Eurovision, ce qu'il a refusé catégoriquement, pas par rapport à moi, mais par rapport à l'Eurovision. Vous avez eu contact avec lui quand vous étiez à l'époque Roméo, première. Non, je n'étais pas. Enfin, je l'avais rencontré à l'époque, mais là, en l'occurrence, ça se passait bien après. Mais j'étais resté en contact avec René Coll, qui accompagnait Charles, et donc et René me dit appelle Charles, il va t'écrire une chanson. Et donc j'ai appelé Charles Aznavour chez lui en Suisse. Il a été absolument délicieux jusqu'au moment où je lui ai dit c'est pour l'Eurovision, et là il me dit ah non, pas question. Pour l'Eurovision, je n'écrirai pas une chanson. Et il avait bien raison quand on voit les résultats aujourd'hui. Et puis, une autre rencontre étonnante, Roméo, c'est Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, mais là, on revient dans le giron de l'aéronautique et du magazine. Effectivement, c'était à Londres, sur la présentation d'un logiciel de simulation Apollo 11. Et je suis tombé sur le stand de l'éditeur, sur Buzz Aldrin, que forcément je connaissais parce que je suis un fan absolu de toute l'aventure spatiale. Et après être resté un petit peu interdit, j'ai fait la queue, parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais j'ai fait la queue 1h30 pour avoir le privilège de m'entretenir avec Buzz Aldrin. Même si ça ne me servait à rien dans mon travail, c'était juste pour le plaisir. Mais à 80 ans, il a quand même participé à la version américaine de Danse avec les stars. Ouais, c'est quand même étonnant. Il est extraordinaire. Et c'est bien étonnant. Et puis, dans cet album, il y a bien sûr une chanson incontournable que vous reprenez. Oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi maman. Impossible de ne pas reprendre cette chanson 50 ans après. Oui, bien sûr, oui. Oui, c'était. Je pouvais pas me satisfaire de laisser, de conserver la version de 1973. Fallait que je la réactualise, parce que je pense que, alors, je le dis dans ma bio, les chanteurs passent, mais certaines chansons sont immortelles. Et je pense que Maman est une chanson immortelle. Et l'avenir maintenant, il y a ce livre, cet album. Est-ce que c'est un retour ou un baroud d'honneur? Oh, alors c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'un retour. Alors faut pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Faire carrière aujourd'hui, surtout à 62 ans, faut pas rêver non plus. Non, je pense que je suis assez réaliste. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire de la scène. C'est de rencontrer les gens, de me faire plaisir, tout simplement. Bon, alors là, j'ai la chance d'être avec vous et franchement, je trouve que c'est un énorme privilège que vous me faites. Mais non, j'ai pas l'espoir de refaire carrière. C'est juste prendre mon pied. Ben voilà, tout simplement. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout Merci. cas, Roméo. Et effectivement, je crois que celles et ceux qui vous connaissent et qui continuent à vous aimer et qui aiment ces chansons immortelles seront heureux de les retrouver dans cet album Roméo 2023, avec Maman, J'étais encore qu'un enfant et d'autres chansons, et de lire ses mémoires, Itinéraire d'un enfant chanteur aux 3 colonnes. Et puis, à bientôt sur scène ou au micro de Sud Radio. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.